participants from all over the world, good morning, good afternoon. We are particularly delighted to see you once again with us, to have you with us. And today we are privileged to have not one, but three human rights defenders, Ms. Beatrice Ubutu, Mr. Kudele Sokoy, and Joseph Ogon. I hope I pronounced the names properly. From the NGO called ICSCP Africa with us for today's seminar. They will share with us their successful experience and innovative initiatives from an Africa-based NGO that works in rural areas together with families, communities, and other stakeholders to create a safe and fostering environment for children to reach their full potential. And at the very core of their work, it's skillful parenting and ending violence against children. These are rooted in well-targeted economic empowerment and agribusiness programs that aim to improve household income and food security. In their experience, this combined approach qui n'est pas précaire, comment aider les parents. Donc, nous allons parler de durabilité, de sécurité. Et là, donc, sans perdre encore du temps, donc je vais donner la parole à Béatrice. Merci beaucoup, Monsieur Yao, pour la présentation et aussi merci pour nous avoir invités à partager notre expérience en Afrique sur le renforcement économique. Donc, merci à tout le monde pour m'avoir invité à cette initiative. Et donc, nous allons parler de tout ce que nous faisons en Afrique. Et il faut dire que nous travaillons depuis des années et nous cherchons vraiment à voir comment des mesures économiques peuvent aider les enfants. Donc, merci de la présentation qui a été faite par Monsieur Yao et je fais partie d'une équipe qui fait des investissements dans la société. Donc, nous sommes une ONG basée en Nairobi, Kenya. Et donc, je vais vous parler de cette question avec deux autres collaborateurs et aussi merci de votre présence. Nous allons parler et penser ensemble à différentes mesures qui peuvent être adoptées pour aider les enfants. Et comme M. Yao vient de dire, nous vous demandons de réfléchir avec nous. Donc, on vous demande d'écrire vos questions dans la chat box que vous avez à l'écran. Donc, merci une fois de plus. Et aussi, j'espère pouvoir vraiment travailler avec vous en ces 2 heures que nous avons devant nous. Voilà, donc les sujets aujourd'hui, ça fait partie d'une série de webinaires que nous venons d'organiser. Donc, ce sont des séminaires que nous avons organisés dans les 2 dernières semaines. Il s'agit du renforcement économique pour aider les enfants. Donc, aujourd'hui, nous allons vous donner, disons, une vision d'ensemble de notre organisation. Nous allons réfléchir avec vous sur les relations entre la pauvreté et la violence contre les enfants. Donc, quelles sont les pistes économiques, les mesures économiques qui peuvent améliorer cette condition, donc réduire la violence contre les enfants, puis encore quels sont les programmes mis en place en Tanzanie, Côte d'Ivoire et Kenya, et puis encore quelles sont les interventions économiques les meilleures. Puis encore, nous aurons des moments de réflexion ensemble et sur la base de vos questions, et puis encore, il y aura de pauses. Voilà, donc investir dans les enfants et la société, c'est un impératif qui a été souligné dans plusieurs contextes
Et dans les domaines, dans les pays dans lesquels nous travaillons, évidemment, il y a des taux de violence contre les femmes et contre les enfants très, très élevés. Encore, ce sont des pays caractérisés par l'insécurité alimentaire, les manques de soutien de la part de la société. Et encore, il y a des normes sociales qui sont, disons, négatives pour les enfants. C'est pour ça que nous cherchons à trouver des solutions ensemble. Par exemple, parmi les solutions, il y a le soutien aux parents, encore la création des milieux sûrs et non précaires pour les enfants. Il y a des programmes visant la protection des enfants, la santé, l'éducation. Encore, nous avons des programmes pour les traitements du sida, du VIH, puis encore la collaboration avec d'autres organisations. Puis encore, nous travaillons en Tanzanie, Kenya, et nous cherchons aussi à travailler en Ouganda, à Zimbabwe. Et encore, nous avons d'autres partenaires en Asie, au Cambodge. Et donc, il y a 21 professionnels qui travaillent ensemble, mais nous travaillons aussi avec d'autres partenaires externes, avec, disons, des organisations de la société civile. Et vraiment, nous devons dire que nous sommes arrivés à réduire dans une certaine mesure le taux de violence contre les enfants. Donc, moi et mes collègues, nous allons donc réfléchir à ces aspects de l'agenda. Donc, nous avons M. Kudleres Quinoan, qui est aussi notre président et qui a travaillé en Afrique au cours des dernières années. Il a traité des cas spécifiques. Puis, Kudeli, donc, il travaille en Tanzanie et il a travaillé dans la protection des enfants, le développement de la communauté de la famille, des programmes de protection. Et voilà, il va présenter avec moi. Et puis encore, M. Joseph Ogol, qui est aussi responsable de l'ICS et des temps de mesure en faveur de l'enfance et des femmes. Donc, première session, la relation entre pauvreté et violence contre les enfants. Évidemment, il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau pour vous, mais nous allons réfléchir pour voir dans quelle mesure cette relation est importante pour nos programmes, pour les mesures que nous voulons mettre en place. Donc, au niveau mondial, le problème de la violence contre les enfants est un problème important et donc c'est quelque chose qui augmente sans cesse. Et il y a donc un agenda 2020 qui est un agenda qui vraiment donne une vision d'ensemble de comment la violence contre les enfants est quelque chose qui existe un peu dans le monde entier. Et donc, en 2020, on a pu voir qu'un enfant sur deux, âgé de 2 jusqu'à 17 ans, a connu quelque forme de violence, a été victime de quelque forme de violence chaque année. Et donc, il s'agit aussi d'enfants qui souffrent de pauvreté extrême, qui souffrent de handicap, de sida. Encore, il s'agit d'enfants qui ont été séparés de leur famille, tels que les enfants des migrants, de réfugiés, de chercheurs d'asile. Donc, il s'agit d'enfants qui se trouvent dans des situations très, très difficiles. Et puis, à cela, évidemment, il y a des coûts économiques très graves. En effet, on a estimé que ces enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté et qu'il faut des milliards de dollars pour résoudre ce problème.
En effet, les coûts sont environ de 13,5 milliards en Afrique du Sud. Mais évidemment, il s'agit là d'une plateforme à niveau mondial pour terminer, pour réduire la violence contre les enfants. Et donc, avec cette vision d'ensemble, nous voulons vous inviter vraiment à partager ces informations à niveau mondial. Donc, et voir surtout quels sont les facteurs qui peuvent mener à la violence. Donc, merci. Maintenant, je donne la parole à Kodeli. Donc, merci beaucoup pour avoir donc défini cette perspective. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes tous d'accord à dire que la pauvreté est quelque chose qui affecte les communautés, les familles dans le monde entier, mais vivre dans un état de pauvreté extrême est quelque chose d'encore plus grave, plus sérieux, ce qui cause donc une situation de risque pour les enfants. Et quand on parle de pauvreté extrême, on dit que le revenu est moins de 1,90 dollars par jour, donc moins de 2 dollars par jour. Mais cela devient encore plus élevé quand on parle de pays à revenus plus élevés. En effet, cette expérience donc existe dans plusieurs parties du monde, Afrique, Asie, mais aussi dans d'autres régions du monde. Et il y a à ces moments-là différents types de risques. Il y a différentes dimensions de pauvreté dans les pays à bas revenus. En effet, il s'agit d'enfants qui vivent dans des foyers qui n'ont pas de revenus, qui ont des revenus très, très bas, et ils se trouvent dans une situation dans laquelle l'alimentation, la nourriture, les vivres sont insuffisants. Donc, il y a une forte insécurité alimentaire, puis il n'y a pas d'accès aux services, aux commodités, il n'y a pas d'accès à l'information. Il y a des milieux qui ne sont pas sûrs, qui sont précaires, et donc il y a aussi des tensions sociales. Donc, ces enfants se trouvent dans des situations très difficiles. Et donc, nous voyons un milliard d'enfants qui se trouvent dans cette situation et qui doivent faire face à cette pauvreté extrême. Il s'agit d'enfants qui n'ont pas de nourriture, de services, de commodités. Et donc, ces enfants doivent survivre dans des situations très difficiles, dans des foyers dans lesquels les familles n'ont pas les moyens pour avoir de services. Et évidemment, la pandémie, le COVID-19 a aggravé cette situation et donc les risques et les défis ont augmenté et les familles se trouvent dans des situations extrêmes, ce qui a des répercussions sur les enfants. Et là, il y a une forte relation entre la façon, la possibilité dont ces familles prennent soin de leurs enfants et du niveau de protection des droits de l'enfant. C'est-à-dire, les droits des enfants ne sont pas garantis. Puis encore, quand on parle encore de la relation entre la pauvreté et la violence, il faut dire que quand les familles se trouvent dans des milieux pauvres, évidemment, les abus, l'exploitation et la violence augmentent. Et donc, donc il s'agit des familles, des foyers vulnérables et il n'y a pas d'accès aux services de base parce que la pauvreté
est le facteur principal qui empêche des millions d'enfants d'avoir accès aux services. Et cela donc cause la faim, il n'y a pas de scolarisation. Les enfants donc doivent abandonner l'école. Et quand on considère les registres d'enregistrement des naissances, vous pouvez voir que ces enfants ne sont même pas enregistrés et cela pose de grands problèmes en termes de protection de leurs droits. Mais encore, il y a d'autres problèmes en termes de soins de santé qui ne sont pas disponibles. Les familles, encore à cause de leur pauvreté, donc sont soumises à des pressions économiques. Les parents se trouvent dans des situations tendues, de stress, et c'est pour ça que les parents parfois encouragent les enfants à laisser leur famille. Parfois, les enfants sont forcés dans des mariages. On utilise les enfants pour avoir un revenu et évidemment, ça cause des grands problèmes. Donc là, il y a violence, exploitation sexuelle, etc. Et les enfants, donc, se trouvent au centre, au beau milieu de transactions économiques et ils peuvent tomber dans les mains de ceux qui cherchent à exploiter les enfants pour avoir des profits. Et les enfants pauvres peuvent se trouver donc dans des milieux qui sont très, très dangereux, où leurs droits ne sont pas protégés. Ils vivent dans des milieux précaires et ils sont soumis à des formes de violence sexuelle, des formes de violence très, très graves. Et donc, ils se trouvent dans des situations très difficiles. Et c'est pour ça que souvent, les enfants doivent abandonner leur foyer, vivent dans les rues et ils cherchent pour cela à trouver des moyens pour survivre. Et comme je le disais, ils tombent dans les mains de ceux qui veulent les exploiter économiquement. Les enfants des milieux pauvres sont des enfants qui ne sont pas surveillés ou bien sont des enfants qui sont très peu surveillés par leurs parents. Et donc, ils sont forcés à vivre dans les rues et évidemment, ça augmente les risques d'abus des enfants. Et comme les parents aussi cherchent d'avoir un revenu, qui cherchent à trouver de la nourriture, évidemment, les hommes, les adultes aussi peuvent tomber dans des situations d'exploitation. Et donc, les parents qui cherchent un revenu doivent aussi abandonner leur foyer. Il n'y a personne qui puisse surveiller les enfants. Et là, donc, il peut y avoir différentes formes d'abus, de violence, même au point de vue psychologique ou bien émotionnel. Et c'est pour ça que les familles doivent être soutenues. Encore, il y a risque de violence quand les parents ou ceux qui doivent donner, la personne soignante, la personne qui doit donner les soins, sont des personnes qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont rien à donner à ces enfants. Voilà donc la pauvreté exacerbe la violence, mais la violence à son tour va perpétuer la pauvreté. Donc c'est comme dans un cercle vicieux. Et quand il y a violence, quand il y a pauvreté, les enfants abandonnent l'école, ne sont pas scolarisés. Et comme ils donc ne peuvent pas poursuivre les études,
ils tombent dans les mains de personnes qui veulent les exploiter. Par exemple, des enfants qui abandonnent leur foyer et leur école commencent à travailler, mais ça arrive dans les rues. Et donc, le développement, l'état de leur développement n'est pas normal. Et, et ces enfants adoptent aussi des comportements violents parce que, évidemment, ils tombent victimes des violences à leur tour. Leur comportement est affecté. Et évidemment, quand il n'y a pas de parents qui ne peuvent pas prendre soin des enfants, les enfants donc vivent dans les rues. Dans les rues, ils tombent victimes de personnes qui veulent les exploiter et même leur comportement, leur profil est affecté, leur psychologie est affectée. Donc, après avoir approfondi cette relation entre la pauvreté et les enfants, nous pouvons dire presque tout le monde ici dans ce groupe peut parler d'une expérience de ce type, donc dans les domaines de l'exploitation des enfants. C'est pour ça que nous voulons vous inviter à partager vos réflexions, vos expériences par rapport à l'exploitation, à la violence contre les enfants. Donc, nous vous invitons à parler de ces enfants. Et donc, je vous invite à parler de votre expérience, de l'expérience dans votre pays et aussi si vous avez d'autres exemples, d'autres, disons, preuves un peu de cette relation entre la violence et la pauvreté. Donc, dans quel contexte? C'est pour ça que nous vous invitons à poser vos questions, à partager vos idées, à partager vos réflexions. Tout cela est évidemment souhaitable. Donc, nous avons vu la relation entre la pauvreté et la violence. Et là, il y a deux questions. Je crois que ce thème est très intéressant. Sobre el vínculo, no solamente pensar la pobreza en estrecho vínculo donc, con la vous avez parlé donc du lien avec la pauvreté. Peut-être la pauvreté elle-même est une forme de violence, la pauvreté elle-même. En effet, la plupart des pauvres sont des enfants et donc sont des victimes de d'inégalités. Et donc, les enfants vivent dans des conditions qui ont un impact sur leur développement humain. Et tout cela est une conséquence de la pauvreté extrême. Les enfants n'ont pas d'accès aux services, à l'école, mais je crois que la première forme de violence contre les enfants, c'est la pauvreté elle-même. Y no por nuestra sociedad, por nuestra organización social, por nuestra organización económica. C'est pour cela que l'organisation sociale, l'organisation économique, donc, ont une responsabilité directe quand on parle de pauvreté et aussi les marchés économiques, évidemment, a une responsabilité à ça parce que la plupart de la richesse mondiale est concentrée dans certains lieux et dans les mains de peu de personnes. Et c'est pour ça que peut-être la première forme disons, il faut tout d'abord donc considérer le système économique. Voilà, c'était. Je dis merci encore pour cette présentation et nous sommes heureuses de participer à ce webinaire. Pour moi, je voudrais dire que au niveau des violences à l'égard des enfants,
la pauvreté est un facteur favorisant. Et au niveau des questions liées aux violences basées sur le genre, nous constatons que, à l'analyse des cas que nous recevions, que les enfants qui sont témoins des victimes des parents, qui sont aussi victimes, deviennent auteurs. Celui-ci, on dirait les enfants en conflit avec la loi. Mais en réalité, les parents sont les bourreaux de ces enfants-là, puisque les enfants vivant la situation de leurs parents sont détruits et ayant besoin plus d'affection paternelle et maternelle, ne le recevant pas, ces enfants cherchent de l'appui à l'extérieur. Et une fois détruits, puisque ces violences les détruisent psychologiquement, ces enfants-là vont en dehors de la famille. Nous avons eu des cas où des enfants ont été découverts et ramenés dans la cellule familiale. Ces enfants sont ressortis. Ça veut dire que le problème se trouve au sein de la famille. De sorte que ces enfants refusent même d'aller à leur propre domicile. Donc, il est important aujourd'hui d'attirer en dehors de la pauvreté l'attention des parents, parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui ont les moyens, mais qui ne prêtent pas assez d'attention à leurs propres enfants. Ce qui fait que ces enfants vont à la dérive. Et nous pouvons dire qu'il y a les VBG en lien avec la délinquance juvénile. Ces enfants, une fois dehors, qu'ils ont l'affection paternelle et maternelle de certaines personnes qui leur accordent de l'affection, une fois qu'il y a la confiance, ces personnes-là les utilisent à d'autres fins, à supposer des dealers. Toutefois qu'il y a la confiance, ceux-là les utilisent et peuvent même leur donner la drogue pour qu'ils puissent consommer, parce que nous voyons la délinquance des enfants, beaucoup d'enfants qui tombent qui prennent la drogue aujourd'hui, et ce fléau-là est en train de miner partout les enfants, la plus grande partie de ces enfants. Je voulais apporter cette contribution pour attirer l'attention de l'ensemble des participants pour dire qu'en dehors de la pauvreté, il y a un autre phénomène lié aux violences familiales, qui a un lien avec la délinquance de ces enfants, et qu'il est important que des actions soient menées au sein de nos cellules familiales pour comprendre quel est le vécu de ces enfants. D'autres ont des moyens, mais ne prêtent pas attention à leurs propres enfants. Tout cela contribue au détriment de ces enfants. Donc, voici en quelques mots ce que je voulais apporter comme contribution. Je vous remercie. C'est le capitaine Pidi Hortense, coordonnatrice genre de la police nationale de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci pour avoir donc souligné ces liens étroits entre pauvreté, violence et délinquance, c'est-à-dire et comportements qu'ils peuvent avoir et développer un peu dans les rues. Et cela donc nous permet de mieux comprendre. Et donc, chers participants, nous sommes tous d'accord. Donc, sur la base de la chatbox, donc j'ai pu lire quelques commentaires et les participants sont en train de chercher. Donc, nous sommes tous d'accord à parler donc de ces liens entre violence et pauvreté. Donc, nous sommes tous d'accord à dire que cela existe. Et donc, si nous voulons résoudre ce problème de la violence, il n'est pas possible d'engager cette lutte sans que tous les participants soient impliqués. Et donc, Joseph, après une pause, va vous parler et Joseph va vous parler de notre expérience au sein de l'ICS pour voir quelles sont les mesures économiques, les pistes à suivre et surtout si ces pistes, si ces mesures sont adoptées ensemble ou seules. Donc, Joseph va vous parler des possibles mesures à adopter pour pouvoir lutter contre la pauvreté et contre la violence vers les enfants. Donc, merci beaucoup. Et là, je veux être octroyés qui, évidemment, vont aider dans la création de petites entreprises.
Donc, ce que je veux dire, c'est que ces mesures peuvent vraiment engendrer des conséquences concrètes parce que tout d'abord, il y a une diminution de la pauvreté, il y a une meilleure situation pour les femmes et aussi l'éducation va être, les conditions de l'éducation vont s'améliorer, donc ils peuvent avoir, les enfants peuvent avoir accès à la scolarité. C'est pour cela que nous devons aussi créer des liens avec d'autres services. Encore un exemple. Il y a des programmes de transfert d'argent au Malawi qui ont créé des encouragements, qui ont permis d'offrir des encouragements financiers pour la population. Et c'est là, donc, monsieur, a été fait donc au Malawi et cela a, disons, fait en sorte que les enfants puissent aller à l'école. Donc, il y a eu un plus haut taux de scolarité. Et donc, nous avons fait donc une étude, nous avons suivi tout un groupe par rapport à la population générale. Donc, les groupes qui a reçu ces encouragements financiers, qui a reçu donc ces soutiens financiers, euh, à la fin de ce programme, se trouvaient dans des conditions économiques et sociales tout à fait meilleures par rapport à la population générale. Donc, les taux de scolarisation chez ces groupes était 3 fois plus élevé que le taux de scolarisation de la population générale. Et là, donc, nous pouvons même penser à d'autres exemples de renforcement économique qui va réduire le taux de violence et d'exploitation des enfants. Et c'est pour cela que nous devons continuer à vraiment agir de cette façon. Nous devons donc même chercher à renforcer nos mesures parce qu'évidemment, il y a une continuité qui est nécessaire et c'est là pour donner une réponse. Alors, donc, je voudrais un peu combiner les réflexions parce que j'avais envie de parler déjà lors de la première intervention qui a présenté un exposé sur le lien entre la pauvreté et les violences. C'est une thématique qui me semble très, très intéressante dans la mesure où maintenant, ça veut dire les populations avec lesquelles on travaille vivent dans une précarité criante. Et tout le travail justement que nous faisons, c'est d'essayer de remettre un peu l'harmonie dans la vie de ces populations, de remonter le niveau de revenus, de remonter le niveau d'éducation, de formation, justement pour faciliter l'avancement de tout le processus de réinsertion sociale. Et là, je crois que c'est très important de prendre en compte ce paradigme qui veut que les populations soient accompagnées dans un contexte où, malgré la pauvreté, la vie doit continuer dans la dignité. Et donc, toute la question, c'est de se demander comment vivre la dignité dans la pauvreté, étant donné que la pauvreté entraîne la violence. Mais nous savons que ce ne sont pas dans tous les contextes que la pauvreté entraîne la violence. Alors, l'observation faite au fil des années de travail et toute l'expérience avec les bénéficiaires montre aussi qu'il y a des familles qui vivent dans une extrême précarité, mais qui, par exemple, n'ont pas lâché leurs enfants, n'ont pas envoyé leurs enfants dans la rue, trouver l'argent, chercher la nourriture, ou n'ont pas carrément lâché leurs enfants dans le sens de l'abandon complète, quoi. Alors, donc, ça veut dire à un moment donné, je crois que toute la réflexion doit nous amener à comprendre que la pauvreté, c'est un paradigme, mais ce n'est pas absolument juste que la pauvreté entraîne la violence ou la
pauvreté entraîne l'éclatement des familles. Et là revient toute la question du travail à faire, au-delà de tout le soutien qu'il faut apporter sur le plan économique pour remonter les revenus des familles, pour les aider à accéder davantage à des facilités pour les biens et le matériel et toutes ces choses-là. Mais je crois qu'il y a aussi un travail important à faire dans le processus de construction du système social et communautaire résilient, de manière à ce qu'on puisse permettre aux familles de rester soudées malgré qu'il y a le manque sur le plan matériel. Et donc, et aussi la violence ne doit pas seulement être vue sur le plan pratiquement familial, la violence exercée par les parents sur les enfants parce que les parents ne sont plus en mesure de prendre en charge les besoins des enfants. Mais cette violence, je crois, elle peut être vue aussi comme un phénomène qui va jusqu'à la violence que les pouvoirs publics peuvent exercer sur les enfants. Ça veut dire, je vois le petit garçon pratiquement de rue, du marché, qui pour survivre, il va voler le sac à main de la femme qui est venue pour faire ses courses au marché et qui est arrêté par la police, violenté, et parfois même, s'il est parvenu à voler quelque chose dans le sac de la femme, c'est la police qui récupère l'argent pour son propre profit. Quand je parle de la police, je ne parle pas de l'institution, je parle des agents. Et donc, ça veut dire qu'il faut étendre aussi un peu la réflexion et l'action au niveau pratiquement public. Quel est le rôle des services publics? Quel est le rôle du pouvoir public dans tout ce travail-là? Je vois le cas du garçon qui vit dans la rue et qui pratiquement va agresser un vendeur ambulant de saucisses et que le vendeur lui assène un coup de couteau et que le garçon décède. Et ça veut dire qu'il y a aussi là, à ce niveau, un problème de violence, mais lié à une carence, à une faiblesse de maintien de l'ordre public, mais aussi à une question de protection de l'enfance elle-même. Parce qu'au départ, la pauvreté vient de la famille, l'enfant n'est pas responsable de la situation et très souvent aussi les parents ne sont pas responsables de la situation. Et ça veut dire à un moment donné aussi les parents sont victimes de la situation et ils n'arrivent pas à résister à la pression que la violence, que la pauvreté exerce sur eux et eux à leur tour, ils vont déverser la colère, la violence sur les enfants. Donc, je crois qu'il y a un travail important de résilience qu'il faut prendre en compte pour amener les ménages à continuer de se souder, à maintenir l'équilibre, de manière à vivre la dignité dans la pauvreté et au bout du fil, à éviter ces situations de conséquences, de violence. Donc, moi, je reste convaincu, selon l'expérience, que ce n'est pas la pauvreté elle-même qui entraîne la situation de violence ou d'éclatement des familles qui, à leur tour, entraînent des situations ou bien des risques de violence, mais c'est la pression que la pauvreté, la précarité peut exercer sur les ménages qui fait que telle famille résiste différemment à telle autre famille. Donc, il y a un travail important, je crois, dans nos interventions qui doit prendre en compte la construction d'un système social et communautaire résilient qui soit... et donc, je disais qu'il y a un travail important qu'il faut prendre en compte dans nos interventions, dans un processus de construction progressive d'un système social et communautaire résilient qui permet aux familles de maintenir cet équilibre-là, cette cohésion, qui permettent de résister à la pression que la pauvreté et la précarité peut exercer sur les ménages. Donc, voilà un peu ma petite contribution à ce niveau-là. Je pense que nous devons aussi travailler sur la base de l'approche droit. Parce que c'est vrai, les mesures proposées, c'est pour aider les communautés. Mais comme Thomas Dakin l'a dit, il faut que les autorités s'assument. Donc, au niveau de la lutte contre la pauvreté, il y a des lois, il y a des politiques, il y a des programmes, et même au niveau local. Donc, moi, je pense qu'il faut
aider les populations à s'auto-organiser et à réclamer leurs droits aux autorités. Parce que les ONG travaillent sur la base de budget, donc alors il n'y a pas assez de durabilité dans leurs actions. Donc c'est l'État qui doit s'assumer. Donc à travers des programmes, des projets, la loi confère beaucoup de droits sur le plan alimentaire, sur le plan sécuritaire. Donc il s'agit pour nous d'accompagner les communautés à connaître donc, leurs droits et à connaître les textes dans lesquels leurs droits sont inscrits et à réclamer leurs droits aux autorités. Donc, pour ce faire, il faut lutter contre la mauvaise gouvernance. Il faut lutter contre la mauvaise répartition. Et il faut aussi renforcer les capacités des populations sur la résilience, la question de gestion des conflits. Voilà. Mais pour beaucoup plus de durabilité, il faut accompagner les communautés à s'auto-organiser et à réclamer leurs droits. Par exemple, si je prends le cas du Mali, il y a des lois, il y a des politiques nationales, il y a des programmes nationaux, et même au niveau local, dans les communes rurales, il y a ce qu'on appelle les PDC, les programmes de développement social, économique et culturel, qui prennent en compte l'ensemble des besoins de protection et l'ensemble des droits des communautés. Donc, il appartient aux communautés donc, de connaître ces droits, de connaître les documents dans lesquels ces droits sont inscrits et de les réclamer vis-à-vis des autorités. Parce que nous devons nous inscrire aussi dans la durabilité et dans la pérennité. C'est ce que je voudrais ajouter. Donc, j'ai suivi les réflexions et donc, je dois dire que toutes les interventions qui ont été faites, même celles envoyées par écrit, sont toutes très importantes et montrent bien quelles sont les mesures partagées. Nous sommes tous d'accord à dire qu'il y a des interventions bien spécifiques à faire. Et c'est là pour faire en sorte que les familles, les personnes puissent vivre en dignité, puissent regagner leur dignité humaine. Et là, c'est l'un des résultats les plus importants que nous attendons de nos mesures. Je suis d'accord à dire que la pauvreté est une situation très injuste. Et évidemment, le rôle des autorités publiques est bien spécifique. Donc, les autorités publiques ont une responsabilité importante. Et là, je voudrais dire que tant de gouvernements sont en train de mettre en place des services de sécurité sociale, de protection sociale, et ils cherchent à les faire à travers des politiques, des programmes ciblés, donc des programmes qui veulent prévenir la violence, qui veulent prévenir la pauvreté, la vulnérabilité. Donc, il y a tant de gouvernements qui cherchent à éviter l'exclusion sociale à travers des programmes. Ils cherchent à mettre aussi l'accent sur l'importance des groupes vulnérables dans la société. Mais là, nous pouvons quand même donner notre contribution, nous pouvons quand même agir auprès des gouvernements qui ne font pas assez. Peut-être j'ai des collègues qui voudraient bien ajouter encore quelque chose. Oui, je suis d'accord à dire que la dignité des personnes doit être au centre de nos mesures. Quand nous parlons des droits des enfants, des droits des personnes, l'accent est sur l'environnement, le milieu que nous devons créer, un milieu où les potentiels humains doivent être protégés. Nous devons, voilà, donc créer des situations pour lesquelles ces foyers vulnérables puissent être protégés, mais aussi puissent contribuer au développement de la société, parce que ces foyers peuvent donc commencer à avoir un rôle dans la société, un rôle même productif.
C'est pour cela que nous devons donc mettre en place des programmes bien spécifiques. Et donc, il y a quelqu'un donc qui a parlé d'une forme d'éducation qui est très importante. Donc, éducation à la base. Et puis, il faut aussi faire tout d'abord une évaluation de base. C'est-à-dire, pour pouvoir agir, nous devons bien évaluer quelles sont les communautés vulnérables, quel est leur degré de vulnérabilité et quelles sont les mesures spécifiques dont ces foyers ont besoin. Donc, mon collègue a vraiment bien parlé de comment il y a des paramètres qu'il faut conjuguer sur la base du profil de chaque communauté pauvre. Merci. Béatrice, donc merci Koudeli pour tes réflexions. Merci Joseph pour nous avoir donc guidés dans cette session. Donc aussi, je veux me remercier les participants pour leurs réflexions. Donc nous n'avons pas la possibilité de répondre à toutes ces questions, mais nous allons garder quand même vos questions, vos réflexions que nous allons et considérer comme élément de travail. Donc, nous allons parler des différents groupes d'après leur degré de vulnérabilité. Nous avons parlé aussi des différents acteurs qui peuvent contribuer. Donc, nous avons parlé des différentes mesures qui peuvent être adoptées d'un chemin de renforcement économique. Et donc, Joseph a déjà parlé de certains aspects et il s'agit aussi d'un programme qui a été développé sur la base d'un partenariat avec les réseaux internationaux contre la violence. Et là encore, nous avons parlé aussi des mesures économiques. Les mesures économiques ont été prises en compte de façon très détaillée. Nous avons même parlé des conventions avec les gouvernements, des conventions en faveur des plus pauvres, encore investissement dans la protection sociale, surtout pour les orphelins, les groupes vulnérables. Nous avons parlé aussi des soins à offrir, qu'il faut offrir non seulement aux enfants, mais aussi, par exemple, aux personnes âgées. Et nous devons continuer à faire un travail de lobbying auprès des gouvernements parce que les gouvernements doivent établir des priorités dans leur budget, mais des priorités qui s'adressent surtout au problème de la pauvreté extrême. Évidemment, le fait d'avoir des mesures économiques ciblées est tout à fait important parce que des familles ont des différents profils de vulnérabilité. Donc, cette idée des bien cibler les différents besoins est essentielle parce que nous ne pouvons pas prévoir un même programme pour tous. Donc, il y a différentes mesures par rapport aux différents niveaux de vulnérabilité. Et maintenant, nous avons même parlé de comment nous pouvons donc mener cette lutte. Et Joseph a parlé des stratégies et nous avons donc toute une série de mesures économiques qui sont mises en place dans les différents pays africains, mais il y a aussi plusieurs approches. Et c'est là pour promouvoir, par exemple, les mesures de soutien aux parents. Et je dois dire que les parentages est un domaine essentiel dans lequel nous devons agir. Donc, voilà ce que nous avons mis en place à partir de 2014. Donc, tout d'abord, nous avons mis en place donc ces programmes de parentage, mais nous savons que la pauvreté est un élément essentiel pour la violence et
Nous devons donc investir dans plusieurs domaines économiques. Et par exemple, en Afrique, nous avons donc créé des groupes d'agriculteurs. Donc, c'est dans les domaines de l'agriculture que nous cherchons donc à agir. Donc, c'est la formation dans l'agrobusiness qui est très, très importante. Donc, ce que vous pouvez voir là à l'écran, c'est un peu notre théorie des changements. Donc, ces schémas vous donnent un peu l'idée de comment nous cherchons à faire face à ce problème de la pauvreté. Donc, il s'agit d'un programme complexe sur plusieurs axes. Et donc, pour chaque axe, nous avons toute une série d'initiatives. Et là, par exemple, intervention, là, vous avez donc les parentages, donc parentage responsable, c'est tout à fait important, et le agribusiness, donc vous le voyez en rouge, parce que ça, ce sont des éléments essentiels. Donc, la plupart des familles rentrent un peu dans ce domaine. Donc, ce sont des éléments, les parentages et la protection sociale, le programme de agribusiness et d'exposition sociale représente les éléments essentiels. Donc, ça peut être aussi utilisé pour différents niveaux de pauvreté, de vulnérabilité. Donc, et nous avons mis en place toute une série de services de soutien aux parents, parce qu'évidemment, la présence des parents, le parentage est essentiel pour protéger les enfants et pas les exposer à la violence. Dans ces communautés, il y a aussi une forte tension économique, il y a insécurité alimentaire, etc. Et donc, les familles doivent avoir la possibilité d'avoir accès au crédit parce que c'est leur inhabilité à avoir un revenu qui cause un peu leur pauvreté. Donc, c'est pour cela que nous cherchons donc à changer cette position, c'est-à-dire nous voulons faire en sorte qu'il y a dans ces communautés et donc une meilleure compétence, on peut dire capacité de créer un revenu. C'est leur incapacité donc à avoir un revenu même leur incapacité à transformer un revenu en une activité économique qui peut représenter un peu la clé de voûte, c'est-à-dire les changements. Nous devons faire en sorte que ces familles puissent améliorer leur capacité de transformer les biens et faire en sorte que ces biens deviennent productifs. Et donc, c'est une forme d'autonomisation des familles. Mais là, il y a toute une série de facteurs de risques et c'est pour cela que nous avons mis en place des programmes complexes pour faire face donc à tous les différents aspects sur la base de notre expérience. Au cours des 6 ou 7 dernières années, nous avons eu toute une série de résultats et nous avons eu aussi des résultats à court terme, moyen terme et long terme. Donc, nous voyons quand même des résultats immédiats. En effet, quand nous avons entamé ces activités de agribusiness, agroalimentaire, nous avons pu voir que les enfants ont pu aller à l'école. Donc, il y a eu un plus en de scolarisation plus élevé. Donc, c'est là à protéger les enfants donc de la violence. Donc, cela a même porté à une diminution de la violence à cause, disons, du travail dans ce domaine. Et donc, bien une réduction de la tension alimentaire et interne, familiale, c'est-à-dire du stress. Encore dans ces initiatives,
Et donc, un autre effet dans le cadre de ces programmes des agribusiness, c'est que les parents, surtout les pères, ont changé leur attitude. Donc, il y a eu un niveau de tension moins important. Même les femmes, donc, ont acquis un rôle plus important, donc moins de violence de la part des parents, surtout des pères, et disons une implication de la femme dans la vie de la famille. Donc, même les mères pouvaient suivre les enfants davantage. Et donc, nous avons aussi mis en place de programmes de parentage. Donc, quand nous avons donc adopté ces programmes de soutien aux parents, les résultats ont été immédiats parce que les liens familiaux ont été renforcés et donc la violence à l'intérieur des familles a diminué. Donc, il s'agit là donc d'une stratégie combinée de différents éléments. Et nous avons trouvé qu'il s'agit là d'un aspect clé. Évidemment, nous voyons aussi encore d'autres résultats positifs. Donc, nous avons parlé donc des relations familiales améliorées, puis les maltraitements des enfants aussi moins importants, etc. Et puis l'isolement. En effet, parmi les effets de la pauvreté, il y avait l'isolement social parce que les pauvres tendent à s'isoler dans la société, même s'il y a des familles autour d'eux. Mais au moment où nous avons mis en place des programmes d'activité dans l'agrobusiness, soutien au parentage, etc., donc même leur attitude dans la société a changé. Donc moins d'isolement, mais pas d'insécurité alimentaire. Et donc là encore, nous avons vu qu'il y a eu une diminution du stress et aussi de la dépression auprès des parents, parce qu'évidemment, les parents dans les situations de pauvreté souffrent de ces désordres. Donc, évidemment, cela donc, a eu comme autre effet une diminution du maltraitement des enfants au sein des familles. Et puis encore, d'autres services ont été disponibles et tout cela a amélioré la situation des familles, des foyers dans lesquels il y avait la violence contre les enfants. Donc là, c'est un modèle de parentage, on peut dire, responsable. C'est une approche que nous avons développée avec d'autres mesures que nous avons adoptées en termes de prise de conscience. En effet, nous voulons que ces familles puissent réfléchir à leur situation et aussi aux différentes implications de la pauvreté. Donc, voilà, ce que nous avons fait, c'est une intervention auprès des groupes et une prise de conscience de la part des communautés. Là, donc, nous avons des activités de renforcement économique, comme je l'ai dit, nous avons mis en place des activités d'agribusiness, protection sociale, etc. Et là, donc, nous avons créé des groupes cibles avec des enfants âgés de 0 jusqu'à 18 ans. Puis, nous avons offert une formation et il y a eu aussi des facilitateurs à niveau local. Puis, nous avons développé 10 modules en 12-14 semaines et nous avons donc recruté des familles sur la base des communautés, mais au cours de 2 dernières années, nous avons même utilisé des structures offertes par les gouvernements et, et donc il y a eu toute une formation auprès des familles. Le modèle de parentage donc a formé de 10 modules
Et nous avons vu des résultats en termes de développement des enfants, épanouissement, on peut dire, de la personnalité des enfants. Évidemment, nous avons aussi mis en place des mesures pour faire face aux situations de violence. Donc, tout cela a été lié à des mesures spécifiques, des mesures ciblées contre la violence et puis la scolarisation. Évidemment, nous avons même dû agir au niveau de l'auto-estime des enfants, etc. Donc, un programme de parentage assez complexe. Et parce que, évidemment, nous avons dû travailler aussi avec les écoles, nous avons travaillé avec les enseignants pour renforcer des principes importants tels que l'auto-estime, la lutte contre la violence. Et donc, il y a plusieurs éléments dans les soutiens économiques. Donc, nous avons créé des coopératives. Donc, nous avons offert une formation dans le domaine de l'agriculture. Donc, nous avons offert un crédit. Puis, nous avons donc fait en sorte que ces familles puissent vendre leurs produits. Donc, et voilà, accès au marché, accès aux services du crédit. Puis encore, nous avons offert des biens, donc aux agriculteurs dans les lieux les plus éloignés. Et parce que souvent, les agriculteurs qui se trouvent dans les zones éloignées sont les personnes les plus vulnérables. Et voilà, vous avez les différents niveaux des mesures que nous avons entrepris. Donc, ça a été, voilà ce que nous avons fait en Tanzanie. Nous avons cherché à améliorer les capacités des agriculteurs. Et c'est là, donc, tout d'abord, au niveau de la formation. Puis, ce que nous avons obtenu, c'est une meilleure productivité. Donc, récolte améliorée, post-récolte améliorée, et puis capacité de stockage améliorée, et puis vente. Donc, voilà les différentes étapes et évidemment, toutes ces activités ont engendré du revenu et cela aussi a eu comme effet accès aux services sociaux et accès à la scolarité. Là, nous avons fait aussi des études sur les parentages et l'accès économique. Nous avons même cherché à séparer les deux choses, c'est-à-dire des études uniquement sur le parentage et puis des études sur le renforcement économique, donc des études séparées. Mais nous avons pu voir que les deux choses ensemble ont pu donner des résultats meilleurs. Donc là, vous avez une étude de l'Université de Utrecht 2014-2015 sur les parentages responsables et l'agrobusiness dans la prévention des abus contre les enfants. Donc, et cette étude a été faite contre un autre groupe de contrôle externe. Et donc, donc un autre institut à Manchester et en Tanzanie ont été impliqués dans cette étude. Et là, donc, nous avons pu tester l'efficacité des différentes mesures adoptées, c'est-à-dire mesures appliquées seules et d'autres mesures, donc des mesures combinées. Et donc, nous avons fait des études de l'impact. Et cela, donc, l'impact a été étudié en 2016-2019. Donc, nous avons cherché à étudier l'impact des mesures adoptées en Kenya et aussi en Tanzanie. Et encore, nous avons fait une autre évaluation. Et là, sur la base de cette évaluation, nous avons eu des preuves. En effet, l'aspect clé
ont été déjà donc montrés. Mais ce que nous avons pu voir, c'est que des revenus plus élevés et plus stables réduisent le niveau de violence et augmentent l'accès aux services sociaux et à l'éducation. Et donc, une meilleure parenté, c'est-à-dire des parents formés, bien formés, et donc aide à renforcer les liens familiaux. Donc, la famille reste unie, reste ensemble. Donc, il n'y a pas d'enfants qui sortent et qui abandonnent leur famille. Et là encore, nous devons parler de l'union, donc de ces deux aspects, c'est-à-dire parentage et autosuffisance économique, mais en tout cas, et donc les deux choses ensemble donnent les meilleurs résultats, mais on peut dire que même une formation pour les parents, donc les soutiens aux parents, le soutien parental seul aussi peut donner des résultats positifs, même si moins importants, si combiné avec les mesures de soutien économique. Donc, dans les tout cas, nous avons pu voir des changements dans les comportements, diminution de la violence et donc une augmentation de la demande des services sociaux. Donc, il cherche à demander des services sociaux donc plus que si ces familles étaient tout à fait pauvres. Puis encore un autre effet, c'est une augmentation du revenu. Donc, un revenu plus élevé peut améliorer les conditions de vie et cela améliore aussi les relations parents-enfants. Et les familles peuvent puis petit à petit devenir autonomes, autosuffisantes parce qu'elles commencent donc à bien utiliser les revenus pour que les revenus puissent produire d'autres revenus à l'avenir. Donc, l'union des deux éléments, évidemment, a un impact plus important que, disons, des mesures de soutien parental seules. Et donc, Joseph, évidemment, aussi peut montrer comment, et donc vous avez parlé aussi de comment les manques de mesures, donc une absence tout à fait totale augmente le taux de violence. Mais comme je viens de dire, la chose la plus importante, c'est que les enfants ne abandonnent pas leur famille. Et on peut dire que et donc, si on parle des familles économiques, des mesures économiques sans soutien à la famille, donc les résultats sont moins importants. C'est-à-dire, la clé de tout cela, c'est l'apport, le soutien à donner aux familles pour que les relations familiales changent, pour que les parents puissent vraiment prendre soin de leurs enfants. Voilà donc, mesures économiques sans soutien parental ne donnent pas assez de mesures positives. Donc, il faut quand même toujours unir les mesures économiques avec le soutien parental. Et là, donc, comme je le disais, il y a des mesures complémentaires qui doivent être prises en compte. Donc, il faut unir ce support économique avec le soutien aux parents et les soins aux enfants. Et là, donc, nous avons des résultats immédiats, des résultats primaires, des résultats secondaires. En ce qui concerne les résultats primaires, vous pouvez voir là un impact de la violence contre les enfants moins fort, puis encore, il y a une amélioration des relations parents-enfants. Et donc, si on augmente la capacité des enfants à avoir un revenu, et puis encore, cela s'est traduit aussi à des meilleures relations
à l'intérieur de la famille, meilleures relations familiales, évidemment, la violence se réduit de façon importante. Là encore, comme on l'a dit, donc il y a un autre aspect, c'est-à-dire l'aspect des autorités publiques. Nous devons aussi continuer à faire travail de plaidoyer auprès des autorités publiques parce que les autorités publiques ont un rôle bien spécifique pour réduire la violence, pour améliorer la condition familiale. Thank you. We are just finishing. Donc, nous allons terminer. Il y a des leçons que nous pouvons apprendre et transmettre, c'est-à-dire les mesures d'agressivité de parentage doivent être mises en place en même temps. Et c'est là pour réduire de façon efficace la violence, le risque de violence contre les enfants et aussi pour avoir toute une série d'autres résultats positifs. Donc, les programmes de parentage sain aussi peuvent être efficaces, mais l'union des deux aspects donne des résultats meilleurs. Par rapport au groupe de contrôle, je dois dire que la réduction du risque de violence est importante. Donc, comme je l'ai dit, parentage sain est bien, mais pas assez bon que si on unit ces mesures de soutien aux parents avec les initiatives, les mesures de type économique. Et donc, dans les pays dans lesquels nous travaillons, nous avons pu voir des résultats importants. Comme Joseph vient de dire, l'évaluation des groupes est tout à fait essentielle parce qu'il faut cibler les mesures à mettre en place sur la base du profil de chaque communauté, de chaque famille. Et dans certaines régions, il y a des mesures économiques bien spécifiques à mettre en place. Donc, le fait de mettre en place des mesures combinées est tout à fait essentiel. Si on ne met en place qu'une seule mesure, peut-être on n'arrive pas à, disons, faire face aux différents aspects. Comme les situations sont très complexes, évidemment, même les mesures adoptées doivent être complexes si nous voulons donner une réponse adéquate. Donc, je vais maintenant terminer par là ma présentation et je vous demande je vous invite, pardon, à poser vos questions. Donc, Diana de Colombie, peut-être. Donc, à toi la parole. Quiero pues reconocerles, felicitarles por la presentación que nos dan el día de hoy. Sin duda alguna, la crisis actual, ¿sí? Ha agudizado un poco más. Je veux parler de la crise actuelle. Yo me conecté hoy muchísimo con la presentación porque justamente aquí en Colombia. En Colombie aussi, nous sommes en train de mettre en place un programme pour formuler une proposition pour qu'il y ait un programme de formation intégrale pour les familles. Et là, nous sommes en train de suivre un chemin pareil et nous cherchons vraiment à agir surtout auprès des familles. Mais il est clair, la situation actuelle est très difficile et la pauvreté est en train d'augmenter. Il y a des problèmes de travail. Les enfants ne peuvent pas terminer leurs études à l'école et nous cherchons à accompagner les familles.
Entonces, desde Colombia vamos a iniciar un proceso similar al que ustedes están Et desarrollando. en Colombie, nous sommes en train de mettre en place un programme qui est presque pareil au programme qui vient d'être présenté. Nous voulons offrir aux familles une alternative. Nous pouvons les autonomiser, les rendre autonomes. Et nous encourageons donc, disons, des formes de travail autonomes pour que les familles puissent avoir de revenus. Merci. Voilà la situation en Colombie. Bon, j'avais besoin de l'éclairage un peu parce qu'on a parlé de création de groupes d'agriculteurs. Ensuite, ces groupes d'agriculteurs ont été commis en coopérative. Est-ce que ces coopératives ont bénéficié du crédit des banques sur place là-bas? Ça, c'était ma préoccupation. Bon, l'autre là, c'est plus un commentaire hein, par rapport aux études, hein, parce que Béatrice a parlé de 2 études parallèles par rapport au parentage et à l'appui économique. Je crois que les études sont très importantes par rapport à notre travail. Pour moi, c'est une leçon à tirer parce que les études nous permettent aussi de prendre un peu du recul, de mesurer aussi l'impact de notre travail. Ça, c'est très important par rapport à une personne qui est extérieure à nous. Ça nous permet aussi d'améliorer, d'ajuster l'étude. C'est un commentaire que j'ai voulu placer. Je crois que c'est tout. Merci. Thank you, much appreciated. Merci, j'ai vraiment apprécié vos réflexions et donc je suis contente de voir qu'en Colombie aussi, vous êtes en train d'avoir une expérience similaire à notre expérience. Donc, c'est pour moi vraiment un plaisir et je pourrais partager notre programme avec vous. Donc, s'il y a quelque chose que nous pouvons faire, comment encourager des mesures pour encourager les familles et les communautés, évidemment, nous pouvons réfléchir même ensemble. Donc, rester en contact et réfléchir ensemble sur ce qui peut être fait. Donc, merci de vos réflexions. Et je suis d'accord à dire que le COVID, évidemment, a aggravé la situation actuelle. Nous avons eu, on peut dire, un recul de plusieurs années parce que, évidemment, la pandémie actuelle a aggravé la situation en termes de pauvreté, aggravation de la pauvreté, mais je veux le dire que le fait de bien cibler les groupes et de bien concevoir les mesures à adopter peut donner des résultats importants. Et puis, les facilités de crédit pour les micro-entreprises représentent un peu un défi surtout parce que il y a un profil de risque très élevé, c'est-à-dire les micro-entreprises représentent un risque pour les banques et donc là, il y a tant de choses à faire. Donc, il y a peut-être d'autres mesures que nous pouvons adopter pour soutenir les familles et les aider à trouver les ressources financières nécessaires, mais puis nous devons aussi les aider à transformer leurs revenus pour que leurs revenus puissent devenir productifs. Voilà, donc actuellement, les ONG cherchent à travailler avec les instituts bancaires pour, disons, pour l'aide à assurer aux micro-entreprises. Donc, il y a aussi des banques pour les microcrédits qui sont en train de créer des produits
spécifique pour les micro-entreprises et c'est pour ça qu'il faut évidemment travailler. Et là, donc, s'il faut faire des activités additionnelles, donc peut-être des garanties à offrir et définir les risques, donc c'est là que nous pouvons agir, que nous pouvons aider les familles. Voilà, donc dans les microcrédits, il y a tant de choses à faire pour soutenir ces familles et ces communautés. Donc, merci d'avoir partagé avec nous vos réflexions. Et je te dis que les mesures économiques et donc donne évidemment une meilleure productivité, donne la possibilité d'augmenter le revenu et donc de créer une situation en cycle positif, on peut dire. Donc, il est important donc de nous, donc il faut se demander ce que nous pouvons faire pour vraiment aider les familles. S'il y a quelque chose davantage que nous pouvons concevoir pour le soutien à ajouter à ces familles. The way Beatrice said, when you donc, quand on adopte des mesures économiques pour enrayer la violence contre les enfants et les femmes, évidemment, on ne peut pas dire que la violence cesse s'il y a une meilleure situation alimentaire, c'est-à-dire la violence est quelque chose qui pourrait continuer même après une amélioration de la situation économique dans la famille. Donc, la violence est quelque chose qu'il faut suivre de près. Et sur la base de mon expérience, je peux dire que donc le soutien économique ne peut pas être fait seul, c'est-à-dire il faut aider les familles avec ce programme de parentage. Nous devons envisager donc des programmes bien spécifiques pour enseigner à ces familles à gérer leurs relations avec les enfants. Donc, mesures économiques, celles souvent et parfois ne peuvent pas arrêter la violence. Donc, et puis après, les hommes, il faut les aider à changer leur attitude. Tout d'abord, ils doivent acquérir la capacité de gagner de l'argent, ça c'est fondamental, mais puis après, ils doivent aussi être suivis du point de vue du comportement pour qu'ils puissent vraiment prendre soin de leurs enfants. As we wait for the participants to reflect, I think one of the other Je crois qu'il y a un autre aspect, c'est une amélioration dans les processus de prise de décision. Avec des revenus plus élevés, évidemment, il y a une meilleure confiance en soi et encore par conséquent, il y a cette prise de décision qui est un processus qui est entamé. Et cela, évidemment, ne concerne pas uniquement les hommes, mais aussi les femmes. Parce qu'avec la pauvreté, les gens se sentent démotivés. Au contraire, avec une meilleure situation financière, évidemment, il y a une meilleure situation psychologique, mais quand même, il faut les suivre parce que il y a aussi des situations parfois qui peuvent arriver, c'est-à-dire quand ils ont plus d'argent. À l'intérieur de la famille, le couple peut commencer à avoir des problèmes sur comment gérer cet argent et donc il pourrait y avoir des tensions même liées à l'argent, aux revenus qu'on gagne. Donc, il y a cet autre aspect, c'est-à-dire la prise des décisions.
décisions. Il faut aider les couples, la famille à bien gérer ces processus, c'est-à-dire qui doit prendre les décisions à l'intérieur de la famille et donc comment développer des relations bonnes quand la situation familiale va s'améliorer, va devenir un peu plus complexe parce que, par exemple, il y a une gestion aussi d'activités professionnelles, d'activités agricoles. Donc là, c'est un autre aspect très important. Et là, il y a une autre approche, l'approche basée sur disons, sur les sexes. Donc, c'est le genre, l'approche de genre, on peut l'appeler. Et donc, pour éviter les conflits à l'intérieur de la famille au moment où il y a une situation économique améliorée. Éviter les conflits à l'intérieur de la famille liés à la situation économique. Mais bien évidemment, ce que Béatrice vient de dire, c'est très important, c'est-à-dire le rôle de la femme dans ces projets. Il est très important, donc, bien gérer la position de la femme pour qu'elle aussi puisse prendre partie à ce processus de prise de décision et pour qu'elle ne reste pas uniquement, disons, en sujet et donc aux soumises. Et là, donc, c'est quelque chose de très important que nous devons développer. Il faut donc bien concevoir des stratégies pour un développement intégral de la famille et des membres de la famille, le rôle de la femme. Donc, on est presque au terme de cette session. Il y a encore un partage sur Chatbox. Donc, je vais commencer avec Joseph, puis Koudeli, et puis je vais terminer. Donc, peut-être c'est Koudeli et Joseph, Koudeli pour les conclusions, et puis moi-même. Donc, Joseph, si tu veux prendre la parole. Donc, je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier tous les participants qui se sont connectés. J'espère que vous avez eu vraiment un moment important pour interagir, que cela vraiment puisse avoir représenté un moment d'échange important pour tous. Et je dis toujours que chaque opportunité représente une plateforme pour apprendre. Et donc, j'étais vraiment contente d'être connectée avec tant de monde du Pérou, donc Amérique latine, Afrique, etc. Donc, cela est très important parce que nous devons grandir ensemble. Le soutien que nous pouvons garantir les uns les autres est tout à fait important parce que nous devons regarder à l'avenir ensemble et nous devons rendre le monde un lieu meilleur. Donc, nous devons améliorer notre monde. Nous devons travailler pour notre monde ensemble, notre planète. Et voilà, donc merci de votre participation. Et je dois dire que pour nous aussi, ça a été un moment très important. Nous avons eu l'opportunité de partager notre expérience, mais aussi de pouvoir connaître la situation dans d'autres pays du monde. Voilà donc maintenant les chats. Et moi aussi, je voudrais remercier donc de cette opportunité. Ça a été pour nous un honneur de parler de toutes ces questions connectées à l'agenda. Donc, c'était pour nous très important de pouvoir parler de la violence contre les enfants, contre les femmes. Et
Donc, il y a tant d'éléments qui concernent différentes formes de violence, parce que différentes formes de violence ont une même source. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours faire une analyse au début des programmes à mettre en place. C'est-à-dire, il faut répondre de façon ciblée, il faut bien définir les profils des communautés, des familles avec lesquelles nous allons travailler pour bien comprendre ce dont elles ont besoin, ce qu'il faut changer. Et donc, ces programmes, s'ils sont mis en place dans cette perspective, c'est-à-dire de répondre à des besoins, des situations bien spécifiques, les résultats vont être meilleurs. Et je te dis que j'ai participé à plusieurs programmes de protection des femmes, des enfants, un peu par le monde, on peut dire. Et je dois dire que vraiment, le fait de faire une analyse au début pour pouvoir définir des stratégies a toujours été quelque chose de très important. Et avec cela, je vais remercier tout le monde et je vais aussi vous remercier des réflexions que vous avez voulu partager. Je vais vous remercier de tous les messages qui ont été écrits sur le chat box et je dois dire que vraiment il s'agit là d'une plateforme de partage. Le fait d'échanger nos pratiques, donc c'est quelque chose de très important parce que nous pouvons améliorer les uns les autres de façon réciproque. Donc, je vous invite à nous contacter si vous avez besoin d'ultérieures informations. Donc, merci une fois de plus. Et il y aura d'autres webinaires et sans aucun doute, nous aurons d'autres opportunités pour rester en contact. Donc, merci à tous les participants. Et voilà, merci. Merci, merci beaucoup, merci. C'est moi qui vous remercie de votre excellente présentation. Et je dois dire que cette approche holistique est une approche très importante. Vous nous avez donné des indications essentielles, surtout dans la façon de bien structurer un programme. Et là aussi, moi, je voudrais remercier tout le monde. Merci, merci beaucoup.